Boom de la méditation, bande dessinée, législative en Autriche et le grand retour de Danse avec les stars sont au cœur de l'actualité. Nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Stéphane Bern. Bonjour Charlotte, bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité aujourd'hui, Stéphane Bern. Il vous répondra pendant l'émission et peut-être que l'un d'entre vous aura même la chance de lui parler en direct par téléphone au milieu de cette émission. Bonjour Stéphane Bern, on est très heureux de vous accueillir. On va évoquer l'actualité à venir et évidemment parler de votre actualité. Elle est très riche, votre actualité. Vous trouvez ? Allez, prends ton souffle, Fred. On est parti. C'est d'abord un livre, La Renaissance, édité chez Albin Michel. Vous avez voulu consacrer évidemment un livre tout entier à cette période de l'histoire extrêmement riche. Puis vous êtes aux manettes d'une nouvelle émission de divertissement, Code Promo, tous les dimanches à 15h45 sur France 2. Le 2 novembre, toujours sur France 2, vous consacrez un secret d'histoire à Agatha Christie, la reine du crime. Et ce n'est pas tout. Vous avez été désigné Monsieur Patrimoine par le président de la République Emmanuel Macron. Vous êtes à la tête d'une mission de 6 mois pour aider au financement du petit patrimoine en péril en France. Et enfin, on vous écoute tous les jours sur RTL du lundi au vendredi de 11h à 12h30 dans la bonne heure. Ça va ? C'est pas mal. C'est pas mal. On va corriger parce que la mission ne dure pas 6 mois, heureusement. Parce qu'en 6 mois, j'ai à peine le temps, avec le tempo des ministres notamment, de voir les acteurs. Je n'ai pas attendu, j'ai commencé à voir tout le monde. J'ai 6 mois pour rendre un premier rapport sur l'inventaire du patrimoine en péril. Et ensuite, j'ai le temps qu'il faut pour tous les ans, on va sauver, on va essayer de sauver. Je me suis mis la barre très haut, allez, une dizaine de monuments à sauver par an. C'est pas mal. Et puis après, d'autres le feront après moi, parce que, voilà, place aux jeunes. Vous ouvrez la porte. Oui, exactement. En tout cas, je donne une impulsion. C'est bien, on ne peut pas pleurer sur le patrimoine qui est en péril et ne rien faire. Et c'est tout le patrimoine, hein. Ce n'est pas seulement les églises, les châteaux, ce qu'on peut me reprocher, mais c'est aussi le patrimoine industriel, ouvrier, vernaculaire, les lavoirs, les fontaines, les calvaires. Et à ce titre, vous avez déjà reçu énormément de demandes, dossiers, mais je ne sais pas. Donc, ils me sont envoyés des par milliers, je crois. Des milliers, oui, on est à 2000 et quelques. C'est extraordinaire. Mais c'est fou d'ailleurs. Et même les ministres me donnent, j'ai moi-même sur ma commune, ce sont des maires. Ça va être dur pour vous de faire une sélection, de prioriser non, parce qu'il y a des vraies priorités. Il y a des priorités où là, ça s'effondre, ça tombe en ruine. Et puis ensuite, ça pose une autre question, c'est la destination des monuments. Tous les monuments ne sont pas destinés à être visités par le grand public. On peut peut-être trouver une nouvelle destination. La forteresse de Sedan est devenue un hôtel. On peut créer des hôtels, on peut créer des espaces de coworking, on peut installer des sièges sociaux de start-up. Il faut voir avec les acteurs économiques. Mais c'est passionnant. Je vois des gens qui ont plein de bonnes... Vous parlez patrimoine en France, les gens vous remercient. Je ne parle pas d'intelligentsia qui est écrite dans les quotidiens, mais ça, c'est autre chose. Je parle des Français que je rencontre dans la rue, dans mes voyages. Eux, ils vous remercient de vous occuper du patrimoine. On en parlera dans un instant, Stéphane. Mais voici le sommaire de l'émission. Patrick Saint-Paul, rédacteur en chef au Figaro Magazine, anticipera les élections législatives en Autriche. Mais on démarre tout de suite l'émission avec une nouvelle venue, Sarah Lecoeuvre, parce que, Sarah, bonjour. Bonjour Sarah. Vous venez nous parler du grand retour de Danse avec les stars, l'événement télé du week-end. On peut le dire, ouais. C'est le grand retour donc de cette émission après 8 années d'absence. Ouais. Non, 8 années. Non. De diffusion. 8 saisons. 8 saisons. 8 saisons, parce que ça fait 5 ans que c'est à l'antenne sur TF1. Ça a été importé en 2011. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Danse avec les stars, c'est une super promotion. Peut-être, ceux qui n'ont pas la télé. C'est une super production, importée des États-Unis. C'est 4,5 millions de téléspectateurs en moyenne réunis chaque semaine devant la dernière saison. Gros score également sur les ménagères. Vous savez, la cible préférée des annonceurs que Stéphane doit connaître. Et puis, forcément, quand le programme revint, c'est un événement. Ouais. Alors, cette année, au casting, on a entre autres Camille Lacour, Élodie Gossuin, Vincent Cerruti, Absa Toussi et Ariel Dombal, peut-être la plus star des stars. La plus star des stars. Il y a aussi des candidats moins stars que les stars. Ah oui, alors si je vous dis Lenny Kim, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Patrick, oui, j'ai vu tout de suite. Patrick Saint-Paul. Famille de Kim Jong-un, non. Pas du tout. Non, c'est un jeune chanteur vu dans The Voice Kids. Mais TF1 nous fait le coup chaque année, ils nous mettent tout le temps des inconnus. Mais pourquoi ? Parce que
à défaut de convaincre des personnalités à forte notoriété, ils veulent être lanceurs de talent et relancer des carrières. C'est grâce à cette émission que M. Pokora, Ryan Bensetti ont relancé leur carrière. Et puis on recycle un peu parce que, en fait, c'est Vincent qui présentait l'émission. Vincent Cerruti présentait l'émission avant Nikos. Avant Nikos. Non, Nikos va présenter juste un prime, ce sera ce samedi. Ouais. D'accord. Et alors, Vincent Cerruti, devient danseur après avoir été animateur. Apprend la danse en tout cas. 8 saisons. Exactement, 8 saisons. Alors comment, à votre avis, on relance cette machine? Alors déjà, du côté de l'animation, là on en parlait, l'animation devient tournante. Alors je vous explique. Sandrine Quétier, la présentatrice historique, reste aux manettes. Seulement chaque semaine, 10 visages emblématiques de TF1 vont se relayer à tour de rôle pour venir co-animer le programme avec Sandrine Quétier. Donc ça commence samedi avec Nikos Aliagas. Et puis, du côté du jury aussi, on peut peut-être parler, il y a un petit nouveau, Nicolas Archambault, qui vient remplacer Marie-Claude Pietragala. Qui c'est ce Nicolas Archambault? On ne connaît pas. Quelque chose, physiquement, alors, on le voit là. Ah, on le voit en antenne, oui. Oui, alors vous l'avez peut-être vu dans Saturday Night Fever, la comédie musicale, mais il est surtout connu au Canada parce que là-bas, il a remporté une émission de danse et il en a été le juré aussi. Et bien sur cette comédie musicale, il dansait avec Fovoto, non? Et il dansait avec Fovoto, ils avaient la vedette. Et bien pour l'avoir vu, il dansait très bien. Ah, vous l'avez vu, oui. Je le dis. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Toutes ces précisions, on vous retrouve évidemment sur tvmag.fr, mais je crois que Fred a une importante précision à donner. Bah oui, quand même, parce que précisons. Et on sait que Stéphane vous ferait un saut, puisque le TV Mag fête ses 30 ans, et que donc, Sarah, on aura le plaisir de découvrir cette magnifique soirée mardi 17 octobre, dès 20h30. Vous serez en direct à Paris avec Damien Canivez pour commenter l'arrivée de toutes les stars du PAF invitées à cette grande soirée, dont Stéphane. Ah, j'y serai. J'étais là il y a 30 ans. Donc on se retrouve au photocall mardi. Absolument. Très bien, vous passerez une bonne soirée sans aucun doute et Philippe Larocque sera très content. Nous sommes toujours en direct sur Figaro Live. N'hésitez pas à poser vos questions en direct à notre invité Stéphane Bern et peut-être que vous aurez la chance de pouvoir lui parler en direct par téléphone et lui poser la question dont vous rêviez. De lui poser. Que vous rêviez de lui poser plutôt. Et maintenant, si on partait à l'étranger? Mais oui, bien sûr, nous allons partir tout de suite en Autriche avec Patrick Saint-Paul. Bonjour Patrick, vous êtes chef du service international du Figaro. Ce dimanche 15 octobre, les Autrichiens sont appelés à voter lors des législatives anticipées afin de nommer 183 nouveaux députés et choisir un nouveau chancelier. Sebastian Kurz, du Parti conservateur et actuel ministre des Affaires étrangères, fait figure de favori. Un an après avoir échappé de peu à un président de l'extrême droite, l'Autriche s'apprête à mettre un coup de barre à droite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les faits et comment on en est arrivé là ? Oui, alors l'Autriche a toujours flirté avec la tentation de l'extrême droite. Ça fait depuis les années 80, on se souvient de Jörg Haider, qui était à l'époque, un peu à la même époque que Le Pen, le premier grand populiste européen qui a réussi jusqu'aux marges du pouvoir, puisqu'en 2000, il y a eu une expérience où d'ailleurs l'Autriche a été boycottée par un certain nombre de pays européens et a essuyé des sanctions. Voilà, donc il y a toujours eu cette tentation, elle a existé. Et puis l'an dernier, lors de l'élection présidentielle, l'Autriche a échappé de peu à l'élection de Norbert Hofer, qui était de nouveau un candidat du Parti de la Liberté, donc du FPE. Et finalement, c'est le candidat écologiste qui l'avait emporté sur le fil. Mais ça s'est joué à très peu de choses. Et ces élections, cette fois-ci, sont principalement centrées sur les questions migratoires et le parti d'extrême droite donc accuse ce conservateur d'aller chasser sur ses terres. Oui, parce qu'en fait, il était ministre des Affaires étrangères au moment où l'Autriche, comme l'Allemagne, comme beaucoup de pays d'Europe, ont vécu le traumatisme d'espèce de tsunami migratoire qu'il y a eu pendant l'été 2015. Et à ce moment-là, Sebastian Kurz avait été opposé à l'ouverture des frontières. Et il le rappelle depuis toujours tout au long de la campagne électorale, il l'a rappelé. Et puis il est allé plus loin pour chasser sur les terres de l'extrême droite, pour les déposséder de leurs électeurs. Et donc par exemple, il appelle à la suspension ou à la réduction massive des aides qui sont accordées aux migrants, à la limitation du nombre de migrants qui viendraient en Autriche. Donc il a vraiment pour s'imposer face à l'extrême droite, il est allé très loin sur leur terre en fait. Qui est justement Sebastian Kurz ?
C'est un des plus jeunes, s'il est élu, ce sera un des plus jeunes dirigeants européens, le plus jeune chancelier de l'histoire de l'Autriche en tout cas, puisqu'il a 31 ans. Oui. Et hormis ses positions sur l'immigration, il est plutôt, c'est un conservateur traditionnel à l'autrichienne, c'est-à-dire qu'il défend les thèmes classiques qui sont les bases d'impôts et il est contre le mariage gay, qui est toujours en Autriche une position traditionnelle des conservateurs autrichiens en fait. Alors, soyons très précis, à quelques jours de l'élection, puisque je rappelle que l'élection aura lieu dimanche, le Parti conservateur arriverait en tête, vous me corrigez s'il y a la moindre erreur, arriverait en tête avec près de 35% des intentions de vote, suivi par le parti d'extrême droite, le FPO, à 25%, qui lui-même est talonné par le Parti social-démocrate. Alors la question qu'on se pose évidemment, est-ce que la coalition droite-extrême droite apparaît comme la plus probable ? Oui, elle apparaît comme la plus probable. Bon, alors, il y a un jeu pour la seconde place. Les sondages, c'est un coup le SPO est devant, un coup le FPO. Mais l'Autriche a quasiment toujours été gouvernée par ce qu'on appelle, comme en Allemagne, une grande coalition. Et ça produit les mêmes effets qu'en Allemagne, c'est-à-dire que les grandes coalitions font monter les extrêmes. Et ça, plus personne n'en veut en Autriche et dans l'Europe. D'aujourd'hui, on voit bien les Allemands, Angela Merkel a tout fait pour échapper à une nouvelle grande coalition en Allemagne. Et donc, a priori, il y aurait une nouvelle coalition avec l'extrême droite, droite, extrême droite, un cas de figure qui a déjà existé en 2000, qui avait entraîné à l'époque des sanctions européennes. C'est justement, je vais vous poser, si jamais il y a cette coalition droite-extrême droite, comment va ou devrait réagir la France et évidemment l'Europe à cette situation? Alors, la situation aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était en 2000. D'abord parce qu'il y a eu un choc énorme en Allemagne avec l'arrivée de l'AfD au Bundestag, qui est le troisième parti après les législatives allemandes. L'AfD est lui-même un parti qui est beaucoup plus à droite que le FPE. C'est un parti qui est vraiment... donc, près de la moitié sont des néo-nazis qui revendiquent ouvertement leur filiation, qui ont des positions où ils défendent l'attitude de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, donc, chose qui choque beaucoup partout. On a des populistes au pouvoir en Hongrie, en République tchèque. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y aura pas des sanctions clairement contre l'Autriche si elle arrive au pouvoir. Alors, la grande crainte des Européens, c'est que la droite alliée à l'extrême droite en Autriche rejoignent le groupe de Visegrad. Absolument. Et que là, du coup, ce groupe prenne un poids démesuré sur les questions migratoires, qui sont déjà parmi les questions les plus complexes à régler pour l'Europe. Merci beaucoup, Patrick Saint-Paul. On suivra évidemment vos papiers sur lefigaro.fr et dans le print, dans le Figaro. Stéphane, vous qui connaissez quand même très très bien l'histoire, que vous inspire cette actualité justement autrichienne? C'est toujours très intéressant. D'abord, c'est un pays où je vais beaucoup, en Autriche. Je présente chaque année maintenant le bal, enfin ce qu'on appelle le concert du Nouvel An, et moi je fais toujours une émission avant ou après. Donc j'adore l'Autriche, j'adore Vienne, et c'est toujours intéressant. Ce qui m'a frappé lors de la dernière élection présidentielle, c'est l'explosion des deux grands partis au premier tour. Les partis traditionnels ont été balayés, au fond un peu comme en France, où les partis socialistes et les républicains ont été balayés au premier tour de l'élection présidentielle. Donc il y a aussi des similitudes. Maintenant, dans le nord de l'Europe, au Danemark, je crois qu'il y a eu une coalition aussi entre les conservateurs et l'extrême droite, et personne n'a soulevé d'indignation. L'Autriche est un pays traditionnellement ultra-conservateur. C'est-à-dire qu'ils ont foutu dehors les Habsbourg, mais ils sont en permanence à se souvenir de Sissi impératrice. Ils jouent beaucoup là-dessus. Donc ils sont très ultra-conservateurs. C'est assez fascinant d'ailleurs. Mais ce ne sont pas des gens qui sont d'une grande violence et d'une... Moi j'aime beaucoup les Autrichiens. Donc, oui, d'ailleurs, quand on repense à Haider aujourd'hui, il a un côté populiste d'opérette quand même par rapport... Quand on voit les autres populistes aujourd'hui, c'est... Oui. Merci Stéphane pour votre commentaire. Ce n'est pas un éclairage géopolitique. Je ne serai pas non plus nommé ministre des Affaires étrangères, voyez-vous. Mais personne ne me l'a proposé et je n'ambitionne absolument pas. Non, mais j'aime bien observer le monde, je suis très européen et j'aime bien, vous savez, je suis à moitié luxembourgeois, donc forcément, j'ai un tropisme. Oui, ça le fait. Voilà. J'ai une question d'un internaute pour vous qui, suite à ce que vous disiez tout à l'heure sur votre investissement pour le patrimoine, dit qu'il aimerait, en fait, c'est
Je Petit qui dit « J'aimerais collaborer avec vous dans la restauration du patrimoine culturel français, comment faire ?» C'est-à-dire qu'on va ouvrir dans quelques jours une plateforme qui va permettre aux maires, mais aux particuliers aussi, de nous proposer des projets. C'est-à-dire des monuments qui tombent en déshérence, en souffrance ou qui sont en péril. Maintenant, la vraie complexité à laquelle je ne m'attendais pas, c'est-à-dire que je reçois énormément de lettres de bénévoles qui me disent « Nous, on veut vous aider, mais comme vous, bénévolement ». Au fond, je me rends compte que moi, je ne peux prendre personne parce que sinon, c'est du travail déguisé, etc. Donc, je les invite à rejoindre les associations. Il y a notamment, par exemple, j'ai rencontré cette semaine les jeunes défenseurs du patrimoine 2.0 qui sont Adopte un château, qui sont d'Artagnance, qui est une plateforme de crowdfunding. J'ai vu des gens motivés. C'est eux qui ont essayé de racheter le château de Paluel, le château du Tatoué, du film. Là, ils sont sur la Motte Chandonnier, qui est un autre château qui tombe en ruine. Parce qu'on a on a au fond des situations qui sont dramatiques un peu partout, où des propriétaires qui ne font pas les travaux, où les monuments appartiennent à des fondations qui sont planquées en Suisse et qui ne font pas les travaux, et l'État parfois essaye de substituer à eux, en tout cas d'obliger à faire des travaux. Mais donc il y a plein d'associations. J'invite en tout cas ou de me rejoindre, mais en même temps moi je ne suis pas une structure, je suis là tout seul avec mes deux bras et mon cerveau. Mais par contre il y a plein d'associations qui militent. Je l'invite à rejoindre les associations de défense du patrimoine. Il y a par exemple Florent Carolis qui a fait « J'aime mon patrimoine ». Il y a plein de jeunes qui se bougent, qui se mobilisent pour défendre le patrimoine. Et moi, je les rencontre en permanence maintenant. J'en ai assez on m'a nommé là pour exploser les codes. Eh bien, on va exploser les codes. Explosons les codes. Justement, on va exploser les codes. Merci Stéphane Bern. On est à mi-parcours de l'émission. Merci Sarah Lecoeuvre. Merci Patrick Saint-Paul. On vous retrouve bientôt pour anticiper l'actualité sur d'autres sujets. On vous laisse repartir. Et tout de suite, l'interview jungle. Tout va bien jusqu'ici, Stéphane Bern? Vous vous sentez bien? Rien ne peut, plus rien ne me dérange, moi, maintenant. Vous savez, on fait un métier difficile, au fond. D'abord, c'est un métier public. Les gens ont toujours un avis sur vous, sans forcément vous connaître, écrivent ce qu'ils veulent, la presse est libre. Mais je ne me reconnais pas toujours dans ce qui est écrit sur moi. J'espère que vous allez vous reconnaître dans ce que va vous dire. En tout cas, j'aime bien être en face des gens et pouvoir, devant les téléspectateurs et devant les internautes, pouvoir me défendre. Parce que maintenant, Stéphane, c'est votre moment, celui où Fred dresse le portrait de l'invité. Enfin, le portrait, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut s'attendre à tout. Avec Fred, on ne sait jamais vraiment ce vers quoi il va. Soyez bien attentifs au jeu de mots ciselé de Fred Picard. Je ne vais pas vous dire que j'ai le moral en berne, Stéphane. Même si, il y a quelques heures, j'étais dans un grand désarroi de ne pas savoir quoi dire au monarque de notre histoire, à celui qui tient les rênes de la bienséance. Fan, très fan, Stéphane, je voulais marquer le coup. Mais comment vous le dire? Je voulais être royal, en un mot commençant, être à la page. D'ailleurs, ce matin encore, Charlotte est venue me secouer. « Qu'est-ce que tu fous, Fred? On est à l'antenne dans 2 heures !» Je suis super bon en imitation. Je parle pas comme ça. D'une voix hésitante, j'ai soufflé, j'hiberne. Et puis, passé ce moment d'hébétude, un léger frisson a parcouru mon épine dorsale, moins développée, je le concède, que la ventrale. Et tel un sismographe, j'enregistrais même les secousses d'un réel plaisir de vous tirer le portrait. Pour moi et des milliers de manants, mais si, vous êtes tel un moine cénobite, nyctalope, un phare. De notre Moyen-Âge, vous avez su éclairer notre Antiquité. Vous avez révolutionné notre Renaissance, mis en lumière les temps modernes. Et non content d'être ami du prince Albert, copain d'Élisabeth II, entre autres, vous avez récemment été nommé patrimoine d'Emmanuel Macron. Comme vous l'entendez, j'étais prêt. Quand quick, comme Louis XVI, je ne savais plus où j'avais la tête. L'enthousiasme laissait place une nouvelle fois à l'angoisse, en songeant à votre galerie de talents. Oui, après l'euphorie, revint le doute. Par quel bout allais-je vous prendre? Vous, l'insaisissable touche-à-tout. Journaliste, animateur, chroniqueur, présentateur à la radio, à la télé, dans la presse écrite, vous êtes en promo, vous jardinez, binez, vous ratissez, large, vous retapez, restaurez, vous mangez, vous inaugurez, vous respirez, vous inspirez, soufflez rarement, vous êtes en marche, vous remontez le temps sans le perdre, vous êtes ici et bien déjà ailleurs. Alors puisque vous êtes là, Stéphane Bern, merci d'être notre invité.
Merci à vous pour ce portrait. Tout est pratiquement juste. C'est que j'ai jamais été en marche. Mais bon, ou alors je vais être en marche arrière. Pour le mot, ça le valait. Parce que, évidemment, j'ai été nommé Monsieur Patrimoine, ou en tout cas chargé d'une mission par le chef de l'État, mais pas parce que j'étais son ami, mais parce que je pense être, d'après ce qu'il me dit, le plus légitime pour le faire. Au fond, on a fait les mêmes reproches à Alain Decaux, et toute comparaison n'est pas raison, c'était un immense monsieur. Mais quand sa légitimité était celle de la télévision et de ses livres, moi j'ai pour moi une trentaine de livres, voire 40 maintenant, plus des émissions de télévision qui défendent le patrimoine, le jardin préféré, le monument préféré, le village préféré 7e saison. Il y a le secret d'histoire, chaque fois on met en valeur le patrimoine, ça augmente de 30% les visites. Je rappelle toujours que le patrimoine, le tourisme patrimonial impacte directement l'économie locale, ça crée des emplois. Moi-même, dans le collège que j'ai restauré, j'ai embauché 6 personnes, c'est déjà une petite PME. Ensuite, il y a une auberge qui s'est ouverte, il y a des touristes qui viennent, qui consomment, on a besoin de femmes de ménage, on a toutes sortes d'emplois, les gens restent dans le village et ne vont pas s'entasser dans la périphérie des villes. C'est ça ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire refaire un maillage, revivre la convivialité, le bien vivre ensemble, pas de grands discours, juste on sauve le patrimoine, on agit parce que ça impacte directement l'économie locale. On continue, Stéphane, mais on a une annonce qu'on vient de nous apprendre. Oui. Apparemment, les États-Unis quittent l'UNESCO à l'instant. En fait, ils viennent d'annoncer ça. Ça suscite quoi comme réaction de votre côté? Ça vous étonne? Non. Vous savez, ça fait longtemps que les États-Unis ont quitté la scène d'une certaine manière. C'est dommage, évidemment, mais en même temps, les États-Unis, pendant 4 ans, vont se retirer de tout. C'est eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le pied. Alors, ils ne vont pas financer, mais les autres pays vont sans doute... Je crois que le financement est assez important, le financement des États-Unis pour l'UNESCO, mais écoutez, on continuera sans eux. Ils auront juste un statut d'observateur, apparemment. Interview. Oui, on continue. Ne soyez surtout pas surpris, Stéphane, d'ailleurs, de la façon dont va se passer l'interview. Je vais vous poser quelques questions, mais Fred n'hésitera pas à relayer les questions des internautes et tapera du poing s'il le faut pour parvenir à faire passer leur message. Donc ce sera, pour Stéphane, de la part de Fred, une question, une réponse, c'est ça? Oui, précis. Oui, et rapide, parce que je suis très long, moi. Si on peut faire rapide, monsieur le patrimoine, ce serait cool. Fred, quand ce sera votre tour. Oui, quand ce sera mon tour. On y va. Alors, Charlotte, je vous écoute. Vous êtes devenu, aujourd'hui, celui qui fait aimer l'histoire aux Français. C'est noble. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, vous avez souffert de sarcasme. Les gens vous ont beaucoup critiqué. C'est quelque chose qui vous a blessé? Non, ça continue. Je lisais 2-3 portraits écrits sur moi ces derniers jours, je ne me reconnais pas. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le grand public. Ce qui compte, c'est... Je ne suis pas un historien, certes. Je ne suis pas confortablement assis sur une chaire universitaire. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que je suis un passeur d'histoire, un conteur. Et que mais quand la caricature qu'on a faite de vous, qui vous poursuit encore... Oui, bah, évidemment. Vous savez, j'étais monarchiste à 17 ans, je n'ai pas honte de le dire, et j'assume, moi. Je sais qu'il y avait un ancien Premier ministre qui n'avait pas assumé d'être trotskiste à 17 ans. Oui. Moi, j'étais royaliste, je le suis toujours, d'une certaine manière. C'est esthétique. Je demande à personne, je ne vais pas faire la révolution, n'ayez pas peur. Vous voyez, la France, de toute façon, on est dans une république d'essence monarchique. Il faut juste l'accepter, l'assumer, mais ça me convient très bien. Vous l'assumez? Je l'assume absolument. Et même, je suis visiblement, j'aime ça, mais j'ai été élevé aussi dans une monarchie républicaine, qui sont les pays qui nous entourent. Donc ça me va, une république monarchique. Mais simplement, ce que j'aime, c'est mon pays. J'ai envie d'être utile. Alors après, qu'on vienne me chipoter, on vienne m'attaquer. Ce qui compte, c'est faire passer, rendre l'histoire accessible à tous. Ça, c'est le message le plus sérieux. Et apparemment, les Français vous en sont redevables, parce que vous êtes devenu même l'animateur préféré des Français. L'un des. Mais peut-être parmi les plus aimés. Oui, mais ça me les gens touche, vous évidemment. aiment. Oui, ça me Qu'est-ce que ça vous procure? Alors, ça me touche quand, par exemple, je sors d'une interview un peu difficile et que les gens dans la rue me disent « Merci pour ce que vous faites pour le patrimoine. Merci d'avoir fait aimer l'histoire à mes enfants. Merci de... » Écoutez, oui, ça me touche parce que je me dis « Je fais œuvre utile. » C'est-à-dire que j'ai besoin de me sentir utile dans la vie. Je me tue à la tâche. Vous l'avez répété, je bosse tout le temps.
Mais j'aime ça, je demande à personne de me plaindre. Non, mais c'est ça, j'aime ça, c'est ma passion. Mais j'aime me sentir utile, et quand les Français sont reconnaissants, je me dis, j'aurais servi à quelque chose. Et ça touche tout le monde, tous les milieux. C'est-à-dire que les gens dans la rue, ma boulangère me dit, le dernier secret d'histoire, top. Et puis après, j'ai une lettre de Bernadette Chirac qui m'a vraiment touché. Elle m'a dit, dans ces moments difficiles, j'ai vos secrets d'histoire. Tout d'un coup, vous vous rendez compte. Vous savez, c'est comme quand je fais de la radio depuis 15 ans et que des gens vous écrivent et vous disent, vous savez, je voulais vous le dire maintenant, je suis sorti d'un cancer, vous m'avez accompagné au quotidien, tous les matins à la radio. Mais ça me laisse sans voix. Vous vous dites que vous faites le pitre à la radio ou à la télévision et pendant ce temps, les gens continuent de vivre et souffrent peut-être. Vous aidez les gens. Je ne sais pas si on aide, mais on essaye de les aider. En tout cas, pour l'histoire, moi, c'est une mission que je me suis assignée, c'est rendre l'histoire accessible à tous. C'est bien, on avait dit des réponses courtes. Oui, pardon. Non, mais c'est bien, Stéphane. Non, mais c'est bien. Monsieur Patrimoine, il y a un moment. Vous le dites, vous vous tuez à la tâche. Oui, c'est un héritage que vous gardez de vos parents, ça? Oui, sans doute. C'est une éducation. Oui. Je suis d'un moule qui n'existe plus. J'ai été élevé au siècle dernier. Du coup, je suis très 19e, d'une certaine, pas arrondissement, mais siècle. Même si j'habite Pigalle et que j'y suis très heureux, mais c'est-à-dire d'en faire le maximum, de ne pas se plaindre, de ne pas pleurnicher sur son sort, de ne pas tout le temps se lamenter ou de dire « j'ai droit ». Non, voilà. Alors, Stéphane, pim pam. Julien vous demande votre région préférée de France. J'aime toutes les régions, c'est difficile. Fastoche, non, écoutez, alors, au moins deux. Allez, trois. Allez, laissons-en trois. Allez, alors, la première, la région lyonnaise, je suis lyonnais. Oui, bon. Logique. Deuxième région, Lorraine, tropisme luxembourgeois, vous voyez. Oui. J'aime bien la Lorraine. Et j'aime bien, même Thionville, vous voyez, tout ça. Bon. Et puis, autre région, le centre Val-de-Loire. D'abord parce que j'habite dans la région centre. Oui. Le président de la région centre m'a demandé d'être l'ambassadeur pour le 5e centenaire de la Renaissance. Et on revient toujours à la Renaissance parce que c'est intéressant. On a cassé les codes, là aussi, il y a 5 siècles. Et donc, oui, j'aime beaucoup la région centre. Je m'y sens Julien sera content, merci pour lui. J'espère. Vous qui parlez des richesses d'autrui, quel est le bien le plus précieux que vous possédez? L'éducation que m'ont donnée mes parents. C'est-à-dire être à l'aise dans toutes les circonstances et avec tout le monde. Vous savez, quand j'étais gamin, on apprenait j'ai dû faire des stages ouvriers, donc aller travailler à l'usine, à la chaîne, me sentir tout à fait à l'aise avec les gens. Et puis, quand je suis devant la reine d'Angleterre, j'ai pas l'impression d'être pas à ma place. Oui. Au fond, j'ai été élevé pour être à l'aise avec tout le monde. Je traite la reine d'Angleterre comme c'était ma boulangère et je traite ma boulangère comme si c'était la reine d'Angleterre. Jolie formule. Une autre question, Georges, je vous demande, aimez-vous encore la lumière des studios de télé et de radio? C'est pas ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le plus dans les studios de radio et de télé, c'est ce qu'on a à dire. C'est pas tellement, vous savez, les... Vous vous sentez en connexion avec les gens qui vous écoutent, qui vous regardent? Je me sens en connexion avec le public, oui. Moi, j'ai envie de toucher le cœur des gens, ou leur esprit, ou leur âme. Le reste, oui, le maquillage, le truc, on s'en fiche, oui. Par contre, je m'amuse. Moi, ce qui compte, quand vous passez 50 ans, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Alors, vous avez envie de vous amuser à faire des émissions qui vous intéressent. Là, je vais en faire une avec Laurent Deuch, ça s'appelle « Suivez le guide ». Je vais faire une émission qui s'appelle « La folle histoire ». Je vais prendre le couloir du temps, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. J'adore faire ça. Et là, vous vous amusez avec nous? Écoutez, je ne m'ennuie pas. Sinon, ça fait longtemps que je serais parti en marche arrière. Bien joué. Vous dites, c'est l'histoire qui a dirigé toute ma vie. Le métier de professeur aurait-il pu vous tenter? Non, parce que je vais être très franc avec vous, j'ai essayé de prendre des cours d'histoire à la fac. Et le premier jour, en grand amphi rue de Tolbiac, on m'a dégoûté à jamais de l'enseignement de l'histoire. C'est-à-dire que vous n'attrapez pas des mouches avec du vinaigre, il faut être honnête. L'histoire, moi, qui m'intéresse, je sais que je choque tous les intellectuels en le disant, mais je crois à la vie des grands personnages. Dans mon livre « La Renaissance, secret d'histoire de la Renaissance », je parle de Calvin, de Luther, je parle de tous les Raphaël, Michel-Ange, Botticelli, Anne de Beaujeu, Marguerite de Navarre, Marguerite d'Autriche. C'est par les personnages que vous rendez l'histoire accessible à tous. Et surtout des gens qui sont animés, des personnages de chair et de sang, qui souffrent, qui aiment, qui cherchent l'amour ou la gloire ou la fortune. C'est comme ça que vous ferez aimer l'histoire. C'est pas en vous assénant l'histoire des idées. Mais attendez, on le fait plus tard, mais pas quand on a 15-16 ans. Vous parlez beaucoup de transmission aujourd'hui, et vous le faites depuis quelques années maintenant, de plus en plus. Vous venez de parler de télévision, justement.
Quel intérêt vous trouvez à la télévision aujourd'hui? La télévision de service public peut encore et est encore un outil de culture. Honnêtement, les gens passent leur temps, un peu comme l'équipe de foot, à critiquer le service public. Moi, j'aimerais le dire, on a la chance sur France Télévisions d'avoir Delphine Ernotte, qui est une femme qui a une vraie conscience de ce que doit être le service public. On passe son temps à critiquer les programmes, mais ceux qui les critiquent ne les regardent pas. Or, il y a des Racines et des ailes sur France 3, vous avez Secret d'Histoire sur France 2, on lance de nouveaux projets, de nouveaux programmes qui sont édifiants, qui sont culturellement... Donc, il faut arrêter. La télévision, c'est de la culture populaire. Moi, j'ai pas eu la télé quand j'étais gamin, donc je l'ai beaucoup regardé dès que j'ai pu. Mes parents refusaient, mais vous alliez la voir chez votre grand-père. Je me vengeais chez mes grands-parents. Mais donc, ça m'a éveillé à la culture. Je trouve que quand vous n'avez pas d'autre accès, pensez à 10 millions de personnes vivent seules. C'est vrai. Arrêtez de dire allez acheter un livre, etc. Mais pensons aux gens, aux 10 millions de personnes qui vivent seules. La télévision, on est leur famille. On est leur famille. Moi, je vais sur le terrain, je vais les voir. J'ai pas peur, c'est ça qui m'intéresse. Ce sont eux qui m'intéressent, pas les gens qui sont, encore une fois, les universitaires qui se prennent très au sérieux. Et pour autant, à qui je donne la parole dans Secret d'Histoire, et ils sont plus présents dans les émissions que moi-même, d'ailleurs. Vous vous voyez où dans 10 ans? J'espère être ou dans le Perche, dans ma maison, à écrire mes livres, ou... les pieds dans la terre, en tout cas. Les pieds dans la terre, oui. Oui, il faudra un moment, vous savez, quand le budget maquillage dépasse la pige que vous recevez, il faut partir, il faut se retirer des Sunlight. Stéphane, là, merci beaucoup. Parce que dans l'oreillette, on me dit que Arnaud est en ligne. Tout à fait. Très bien. Et ça, c'est génial. C'est un internaute qui a la chance de vous poser une question. Arnaud, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Eh bien voilà, vous avez Stéphane Bern, vous pouvez lui poser votre question en direct. C'est votre moment Arnaud. Allez, c'est parti. Bonjour Stéphane Bern, c'est un plaisir donc de vous parler, notamment parce que ma compagne vous adore et elle travaille dans le marché de l'art et vous l'inspirez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je me répète, on se répète tous. Et voilà. Et j'avais une question très brève. En fait, vous avez été nommé récemment par le président de la République pour justement vous occuper du patrimoine. Est-ce que justement, quelles seraient vos solutions pour la restauration des biens nationaux, des monuments historiques? Est-ce que c'est une priorité, bien sûr? Vous qui parlez de culture, surtout l'état catastrophique de certains. Comment réussir ce pari? Est-ce que vous avez pensé peut-être à un fonds public? Oui, alors il y a plus. Votre question, Arnaud, regroupe plusieurs questions. Déjà, il y a il y a un constat d'abord. L'état du patrimoine est désastreux. 10% de notre patrimoine protégé, c'est-à-dire il y a 44 000 monuments protégés, il y a 10% qui est dans un état catastrophique. Il faut les sauver. Or, je ne veux pas me substituer à l'État. L'État fait très bien. Il y a les DRAC, les ABF, les architectes des bâtiments de France qui luttent pied à pied au quotidien pour sauver ce qui peut l'être. Mais on manque de moyens. Vous voyez, la baisse des dotations de l'État, même les propriétaires privés n'ont plus l'argent. On dit toujours c'est une niche fiscale, ils sont riches. Mais non, ils ne sont pas riches. Ils ne peuvent même plus, ils aimeraient bien défiscaliser, mais ils n'ont même plus l'argent à mettre sur la table pour refaire une toiture, une charpente, pour investir. Et donc, il faut leur venir en aide à tous. Et donc, l'idée, c'est de créer des moyens de financement innovants. J'ai parlé d'un loto patrimoine. Tout à fait, qui a beaucoup fait parler d'ailleurs. Qui fait parler, mais on va le mettre en place. François de Mazières, le maire de Versailles, l'avait évoqué lui aussi il y a une dizaine d'années. Mais de même que moi, j'ai puisé cette idée aussi en Angleterre avec le loto du National Trust. Rappelons, j'aimerais donner juste une justification. Le loto était créé pour construire les bâtiments. Eh bien, on va utiliser le loto pour les protéger maintenant. Rappelons que l'école militaire a été faite par la loterie nationale. Exactement. Et Casanova s'est servi au passage. D'ailleurs, mais ça, c'est pour l'anecdote. Enfin, Arnaud, il y a d'autres moyens de financement, peut-être du crowdfunding, peut-être créer un fonds de dotation qui permette de sauver des monuments et puis donner une deuxième vie à certains monuments. Encore une fois, tous les monuments ne sont pas faits pour être visités comme des monuments vides ou habités. Je veux dire, ça peut être des sièges sociaux d'entreprises sans dégrader. Il faut réfléchir. Créer un écosystème, la forteresse de Sedan est devenue un hôtel de luxe et ça marche très bien. Ils ont 70% d'occupation.
Merci beaucoup Arnaud pour votre question. Merci d'avoir participé à l'émission. Et merci à votre compagne. Heureusement que les femmes sont là. J'espère qu'elle vous verra bientôt. Et si je peux avoir vos coordonnées mail, ce serait un plaisir de vous rencontrer et même de vous recevoir à Courtalin chez nous. Ah ben, très volontiers. Merci beaucoup. Je vous donnerai mon mail hors antenne. Du coup, vous ne quittez pas la régie va prendre vos coordonnées en direct, en off, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Le moment de l'interview est terminé avec Charlotte, avec Arnaud. On va passer à la seconde partie de l'émission. Ça va comme une balle. Vous qui ne connaissez pas le milieu de la télévision, c'est quand même ça envoie. Ça va trop vite, je sais. Jingle. C'est parti. Bonjour, viennent de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission Olivier Delcroix, monsieur BD du Figaro, qui va nous parler des sorties BD les plus attendues dans les semaines à venir et dans les jours à venir. Mais tout de suite, on médite avec Viviane Chocas. Bonjour Viviane. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au Madame Figaro. Aujourd'hui, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, publie 60 idées pour Emmanuel Macron, où il, entre autres, annonce le droit à la méditation. Il propose même 10 minutes de méditation par jour, 10 minutes au bureau, pour s'asseoir, se taire, se reposer. Alors, qu'est-ce qui lui prend au patron du MEDEF ? Écoutez, le patron du MEDEF, vous parliez de Trump tout à l'heure, peut-être il a une autre idée du dialogue et de la conciliation. Mais peut-être que je vais vous demander d'abord, à vous, Charlotte, Fred, ou à vous, Stéphane, est-ce que vous savez qui sont les meilleurs nouveaux amis de Pierre Gattaz ? Non, des gourous, il a des gourous. Aucune idée. Non, pas du tout, franchement. Il y a peut-être un gourou qui lui dit de méditer. Moi, je vous propose de retourner en 1968, quelque part au pied de l'Himalaya, en Inde, avec une brochette de 4 garçons. Il y a John, il y a Paul, il y a George, et il y a Ringo. On les connaît, eux. Et tout à coup, nos 4 garçons en chemise blanche, avec des colliers de fleurs autour du cou, prennent le temps pour méditer. Alors, ils viennent de faire Sgt Pepper, ils sont un peu exténués. Et ils restent là plusieurs semaines. Il y a la presse, il n'y a pas encore évidemment Internet, il y a la presse, il y a des photographes. Et très très vite, les photos de ces 4 garçons en brochette vont faire le tour du monde. Et c'est vraiment là que la méditation, on l'appelait à l'époque transcendantale d'ailleurs, est découverte du côté de l'Occident, de l'Europe et de la France. Alors 50 ans plus tard, Pierre Gattaz, il a toujours son costume, il n'a pas encore des colliers de fleurs. Mais il est tombé sous le charme de la méditation. Mais alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, comment ? Alors, on va faire peut-être essayer d'expliquer comment le grand écart s'opère. C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a pas mal de souffrance, il y a beaucoup de stress. Et finalement, depuis les années... Enfin, on revient à 68. Le choc pétrolier un peu après, les crises économiques et financières se succèdent. 2008 met tout le monde par terre. Entre-temps, dans les années 2000, la méditation a vraiment pris en France un essor. Alors, il y a eu des voix qu'on connaît bien, Christophe André, psychiatre, qui aujourd'hui fait des best-sellers à chaque fois qu'il sort un livre, et ce sont de bons livres. Christophe André a introduit la méditation, par exemple, à l'hôpital, dans ses services de psychiatrie. Et puis, peu à peu, des philosophes, Alexandre Julien, Fabrice Midal, ont aussi pris le relais. Je le disais parce que la souffrance au travail est devenue assez emblématique et assez réelle aussi, évidemment. Et peu à peu, il fallait trouver des outils de gestion de stress. Et la méditation. Et la méditation est presque devenue un marché. Aujourd'hui, il y a des applis, il y a des journaux, on remplit le Zénith, on remplit le Rex. À Paris, avec Deepak Chopra, par exemple, grande star américaine de la méditation. On va voir, si vous le permettez, qu'il y a évidemment plusieurs façons de méditer, parce que de la grande star à nous chez soi. Méditer au bureau. Prendre 10 minutes pour méditer au bureau, ça se passe concrètement si on veut le faire sur notre lieu de travail. Là, si après, en sortant d'ici, je veux méditer. Alors concrètement, on ne fait rien. J'ai envie de vous dire, on ne fait rien, c'est peut-être la première chose. C'est-à-dire c'est pas bon pour vous, ça, Stéphane. Pour Stéphane l'hyperactif. Dans mon bureau, il y a plus de gens qui méditent que de gens qui méditent. Joli. Ça se joue à une consonne près, vous avez raison, mais c'est un peu la même chose. On peut le faire aussi avec les gens qui embrassent et les gens qui embarrassent. Oui. On ne fait rien, Frédéric. On commence comme ça. Et c'est très difficile puisqu'on est tous habitués à se sentir important. Plus on court, plus on se sent important. Plus on est stressé, plus on se sent valeureux, plus on se sent peut-être vivant. On commence par rien faire. Ne rien vouloir, ne rien chercher à obtenir, ne rien attendre et ne pas vouloir que les choses servent. Au fond, c'est peut-être la première chose à comprendre. C'est-à-dire être juste dans la présence. Être juste
capable de s'asseoir. Alors on parlait du bureau, 10 minutes au bureau, on se met dans un petit coin s'il y en a de bureau sur la moquette, mais on peut très bien se mettre sur sa chaise, s'asseoir tranquillement, et puis laisser son corps réagir, se poser, rester vivant. Mais on n'a quand même pas beaucoup l'habitude de Alors on n'a pas voir, parce que l'habitude. si d'un seul coup on voit quelqu'un à son bureau qui ne bouge, on va dire qu'il ne fout rien, globalement. Hein. Alors on peut essayer d'avoir l'air très concentré sur son écran d'ordinateur. Méditation. C'est une posture. Mais voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Parce qu'on donne plein de livres avec des idées de méditation, mais donc c'est plus de la méditation. Alors, vous avez raison, il n'y a pas une définition de la méditation, il y en a plein. Il n'y a pas une voie de la méditation, il y en a plein. Il n'y a pas une méthode, il y en a des dizaines. Mais vraiment, si en quelques minutes ou en quelques secondes maintenant, il faudrait dire l'essentiel, c'est... alors, on vous demande pas... Il y a des voix qui vous disent « soyez calme, faites le vide ». Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être attentif. Attentif à soi, attentif à ce qui se passe en soi. À l'instant présent. Et c'est intéressant de se rappeler que méditation, il y a 2 origines étymologiques. Il y a médicare qui est soigné, et puis il y a modus qui est la mesure. Et un peu comme en musique, finalement, on laisse entrer la répétition des choses. Donc, ça paraît tout bête, hein, mais la méditation, c'est un peu ça. C'est à la fois hyper complexe, on en parlait tout à l'heure. Se mettre au diapason avec son moins intime. Exactement. Aussi. Se mettre au diapason, mais c'est s'écouter d'abord. Il faut, s'il fallait un seul mot, c'est s'arrêter pour s'écouter. Forcément centré sur soi. Alors, au début, évidemment, puisqu'il s'agit d'être attentif à soi-même, attentif à cette, je sais pas, ce petit battement que je peux sentir là, ce froissement à la clavicule. On a l'impression d'être un peu autocentré. Ce petit courant d'air. On recommence peut-être 10 minutes chaque jour. Alors au bureau, c'est pas mal, hein, il y a quand même une possibilité. Est-ce qu'on est capable de se donner 10 minutes à soi chaque jour? On peut pas faire ça à la pause déjeuner, non? En mangeant, certains le font avec l'attention encore de vraiment croquer dans la pomme, croquer dans le hareng pour vraiment en découvrir le goût. C'est la présence encore plus que l'instant. Alors Viviane, Stéphane Bern faisait référence à des pratiques qu'on trouve dans le commerce, des guides, etc., auxquels se référer. Vous, il y en a un qui a retenu votre attention plus particulièrement? Voilà. Alors nous, on est très fidèles à Madame Figaro, à un homme qui est philosophe, vous le connaissez peut-être, c'est Fabrice Midal. Qui est aussi bien philosophe de l'art que de l'histoire, que d'Heidegger, mais qui s'est intéressé parce qu'il était très malheureux, il sentait très mauvais élève et il était assez mal dans sa peau dans l'adolescence. Il s'est intéressé à la méditation et puis on a travaillé avec lui, c'est ce que je voudrais vous montrer aussi. Et Fabrice Midal, qui aime l'art, j'en parlais tout à l'heure, on a l'image. Et cherche à Matisse en couverture, et cherche finalement à apporter par des mots et des méthodes relativement simples l'entrée dans la méditation. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on entre, puis après on y passe une vie. Nous, à Madame Figaro, on adore ce coffret qui vient là, justement la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine dans toutes les bonnes librairies, maisons de la presse, il y en a de moins en moins, et il faut les défendre, mais aussi en téléchargement. Est-ce que c'est un livre qui s'écoute? C'est un livre qui s'écoute. Ah ouais, très bien. Absolument. 3 CD. Ça laisse le temps. On peut prendre 10 minutes et on peut prendre 3 heures et on peut prendre 3 ans et 3000 ans si on a envie. C'est vraiment une manière d'abord de se concentrer sur son corps. Merci beaucoup Viviane, on fait très vite parce qu'on est pris de court par le temps qui nous est imparti. Je l'offre à Stéphane, je prends, je médite, Non mais moi j'ai déjà médité. Ça vous intéresse pas la méditation? Moi j'adore la méditation. Moi j'adore la sophrologie, j'adore tout ça. Voilà Stéphane. Mais oui, c'est le secret pour être zen, voilà. Et surtout être dans l'instant présent. Exactement. De ne pas penser à ce qu'on va faire en sortant d'ici. On est bien ensemble. On est bien ensemble, exactement. On en voit un peu. Mais Stéphane, ça nous fait plaisir parce que comme ça, top. J'adore. Merci beaucoup Viviane. Merci, on précise que le Madame Figaro de cette semaine est dédié et consacré, on va dire, à la déco. C'est un spécial déco avec une très belle couverture. Merci. Je vous propose maintenant, chère Charlotte, de parler. Charlotte, c'est dur à dire. Chère Charlotte, de parler de bande dessinée avec Olivier Delcroix. Oui, bonjour Olivier Delcroix, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes un peu notre monsieur bande dessinée au Figaro. Et dans ce secteur, l'actualité semble particulièrement chargée depuis la rentrée. Le prochain Astérix et la Transitalique monopolise bien sûr l'attention. De quoi parle la BOM? Et puis le nouveau tandem Ferry et Conrad a-t-il pris son autonomie par rapport à Albert Uderzo? Eh bien, effectivement, c'est quand même le plus gros tirage de l'édition française. Il arrive le 19 octobre. Ça s'appelle Astérix et la Transitalique. Moi aussi, j'ai un petit peu travaillé avant de le dire. Et c'est vrai qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est finalement depuis 2013 et Astérix et les Pictes, la reprise d'Astérix par le tandem Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, qu'est-ce que ça donne?
Et est-ce que finalement, Albert Uderzo, 90 ans, a-t-il une emprise sur eux? Et puis, est-ce qu'il leur a donné un quitus? Est-ce que finalement, c'est réussi? Et oui, bien sûr que c'est réussi, puisque finalement, cet album que je n'ai pas, que je vais lire, la veille. Voilà, ça sera terrible, comme d'habitude. À chaque fois, 4 millions, c'est 2 millions en France et 4 millions en Europe. Astérix et la Transitalique va nous conter, en fait, l'histoire, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'une course de chars en Italie. Donc, finalement, Obélix, cette fois-ci, va voler la vedette à Astérix. C'est lui qui va conduire le char. Et on est dans une sorte de bande dessinée plutôt plus enfantine, d'après les rumeurs, où finalement, parce qu'à Rome, notre ami César veut la Via Appia et veut des belles autoroutes, il va organiser une course. Voilà. Et on part là-dedans. J'ai l'impression qu'entre les bénures, les chars, Obélix, on va bien s'amuser. Donc, grosse sortie. Mais 19 octobre 19 prochain, octobre, exactement. 19 octobre, voilà, 19 exactement. octobre. Mais là, aujourd'hui, vient de sortir en librairie Le Petit Nicolas, la bande. Moins rond. Oui, on va dire ça. Le Petit Nicolas, la bande dessinée originale chez Imave Éditions. Un autre duo célébrissime, Sampé Goscinny. Exactement. Alors dites-nous, voilà. Je l'ai. Top, génial. Je l'ai feuilleté, surtout je l'ai lu. Vous l'avez lu, vous avez rencontré plaisir. Monsieur Sampé. J'ai rencontré effectivement Jean-Jacques Sampé, ce qui a été un honneur et un des grands moments de journalisme, parce que voilà, dans la carrière aussi d'un journaliste, il peut y avoir ces moments d'exception. Et je précise d'ailleurs que vous pouvez retrouver l'interview d'Olivier Delcroix dans Le Figaro, sur lefigaro.fr, avec donc le moment où vous rencontrez cette légende de la bande dessinée. C'était avec Bertrand de Saint-Vincent aussi. On était très heureux de rencontrer ce géant, cette légende vivante de l'illustration et de la bande dessinée. Il n'en a fait qu'une bande dessinée, c'est en 55. Et c'est cette histoire d'ailleurs qui est formidable, c'est qu'en réalité tout le monde connaît le Petit Nicolas comme étant l'écolier de la France, chahuteur, formidable, dont les histoires, les contes illustrés sont signés Goscinny et Sampé. Ce qu'on ignorait en fait, c'est qu'en 55, lorsque à 27 ans, notre ami Jean-Jacques Sampé, bordelais fraîchement débarqué à Paris, rencontre sur les Champs-Élysées à la World Press René Goscinny qui débarque des États-Unis. Tout d'un coup, ces deux-là, dans un bureau vide, vont sympathiser en attendant M. Troisfontaine, qui arrivera avec 20 minutes de retard. C'est grâce à ces 20 minutes, finalement, que le Petit Nicolas va naître. Et entre ces deux-là, d'abord une bande dessinée, 28 planches, et puis un désaccord brutal. Et finalement, René Goscinny claque la porte. Son ami. C'est bien. C'est formidable. Non, c'est très très marrant parce qu'en fait c'est la genèse. Vous voyez la fontaine un peu quand elle jaillit, les premières gouttes, c'est toujours les plus belles. Et ben c'est exactement ça. C'est toute l'histoire du Petit Nicolas, toute cette complicité, l'alchimie entre finalement Sampé et Goscinny qui va naître dans cet album. Vous retrouvez tout dedans, la plage, le vélo, l'enfance, l'innocence, l'insouciance, c'est là-dedans. Très beau. Dernière BD, le 22 novembre, sort le nouveau Enki Bilal. Exactement. Au titre énigmatique, Bug. Ouais. Ce qui est assez amusant, c'est que vous êtes dans un magazine, en tout cas télévisé, d'anticipation. Et ben, on est en plein dedans. Et Enki Bilal, qui, après la tétralogie du monstre, après la trilogie d'Alcide Nicopol, se penche sur un truc qui est étonnant. Il imagine que finalement, toutes les données des ordinateurs s'évanouissent. Et donc, en fait, on est un peu dans le Schwartz total. Tout d'un coup, Internet n'existe plus. Tout est vidé. Bah oui, je sais. On en rêve. Maintenant. Exactement. Bah, il l'a fait. Alors vous précisez que la BD d'Enki Bilal sort le 22 novembre, mais vous l'avez déjà, vous. Eh ben oui, je l'ai su. Bah oui, c'est comme ça. Voilà, les gens qui sont comme ça. On est un petit peu vernis dans ces cas-là. Olivier, question un petit peu compliquée. Si Charlotte devait me faire un cadeau, imaginons, elle devait me faire un cadeau pour Noël, quels seraient les 3 BD qui pourraient être glissés par le Père Noël sous le sapin? Bah déjà, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, le Largo Winch qui est sorti la semaine dernière, le 6 octobre, et qui caracole en tête des ventes, puisque d'après ce que j'ai... Le chat de Gueuluc, évidemment. Qui était sauvé la semaine dernière. Il y en a beaucoup, et puis il y a évidemment le Corto Maltese, que le Figaro Magazine a prépublié cet été. Et qui ça se porte bien, le marché de la BD. Mais c'est ça, c'est ce que je disais, c'est extraordinaire. C'est plein de vitalité. Nous parler des sujets. Et plein de jeunesse. Merci beaucoup, Olivier. Oh là là, on vous retrouve dans lefigaro.fr, les pages culture du Figaro, et chez nous, évidemment, pour nous parler de BD. Et Figaroscope. Bah oui, que vous dirigez. Il y a les expos de Goscinny aussi. Exactement. C'est parce que je pense à ça, parce que voilà, j'ai fait un numéro formidable avec Anne Goscinny en tant que rédactrice en chef pour le Figaroscope de cette semaine. Elle a été extraordinaire. Et donc, le numéro, il est génial. Voilà.
Quel talent. C'est normal. Quel talent. Merci c'est Anne beaucoup. qui signe l'édito. C'est Anne qui signe l'édito. Merci beaucoup, Olivier Je vous en Delcroix. prie. Merci Stéphane Merci à Bern. vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Ça y est, on est au Ça y bout. est. Là, oui, ouais. L'émission touche à sa fin, ça y est. C'est triste, elle C'est touche. Alors, je rappelle quand même, Stéphane. Alors, demain matin, vous me retrouvez sur... Ah non, mais non, Ah, pardon. Il va le c'est mes dire. pitchs, c'est mes. Ah, d'accord, pardon. C'est écrit. La Renaissance. Oui, ça c'est le nouveau Top, livre, Albin génial. Michel. Que Charlotte pourrait m'offrir sous le sapin Oh, aussi. ben ça, Je à n'y mon avis, manquerai je vais pas. pouvoir vous l'envoyer. C'est gentil. Hein, c'est le 8e volume. On vous retrouve aussi, Renaissance, une grande période, grand moment, grande bascule. On vous retrouve aux manettes de Code Promo tous les dimanches, 15h45 sur France 2. Sauf là, il y a du rugby, mais ça revient dans 15 jours. hein. Dans 15 jours. C'est la case fatale du dimanche. La casse fatale. On verra le 2 novembre. Oui. Ah, on verra quoi? On verra Agatha Christie, la vraie Agatha Christie en secret d'histoire. La reine du crime. La reine du crime. Le 20 octobre, il y a l'émission spéciale Les Adieux de Michel Sardou sur France 2, le dernier show de Michel Sardou, avec Charles Aznavour, 93 ans, et plein d'artistes, et surtout une confession totale de Michel Sardou. Incroyable. Génial. Et évidemment, demain matin, tous les Demain matins, matin, à la 11h bonne heure, sur RTL, 11h, à la bonne heure. Jusqu'à midi et demi, bien sûr. Mais oui. Avant qu'on se quitte, permettez-moi de vous offrir deux choses. La Encore. première, le Figaro Histoire dédié à l'Autriche-Hongrie. Excellent. J'adore le Figaro Histoire. Michel, si tu Peut-être nous avec regardes, Michel de Jaguer, vraiment, c'est le formidable. Figaro Histoire Mais consacré. merci. Et, à mes chez copains, l'Autriche. François Joseph et Sissi. Et voilà. Exactement. Les fameux. Voilà, et c'est disponible chez tous les marchands de journaux Oui. et sur le figarostore.fr. Et puis également le Figaro hors série qui consacre son numéro à Gauguin l'alchimiste. Formidable. Très belle expo. Très Voilà, belle expo. également très, très belle disponible expo. Merci. chez tous les J'adore, bons marchands de j'ai journaux vu. et sur le figarostore.fr. Stéphane, la semaine dernière, Oui. nous avons reçu Philippe Gueluc Oui. à votre place. Il vous a laissé un petit message, on l'écoute. Ah, très bien. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane, je suis heureux de te savoir à la place que j'occupe aujourd'hui. Tu sais comme j'apprécie ton talent et tes multiples activités. Nous nous sommes vus trop peu de temps à Chartres récemment et je te propose que nous nous appelions pour déjeuner avec un ami qui s'appelle Pascal Légitimus, qui t'apprécie également beaucoup et comme ça on va tout faire en une fois. Ça fera une Je grande t'embrasse. Pascal Légitimus était avec nous en plateau avant Philippe Gueluc. D'accord. La semaine- Donc je propose, moi, qui est votre invité la semaine prochaine? Laurence Ferrari. Très bien. Alors je propose donc, avec Laurence Ferrari, avec Philippe Gueluc, avec Pascal Légitimus, au fond c'est une grande famille, le monde du showbiz, et bien qu'on se retrouve, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Chartres, même si on est un peu plus sur mes terres dans la région centre, mais voilà qu'on se retrouve. Non, j'aime beaucoup Philippe et j'aime bien son humour extraordinaire. Mais vous savez, les Belges sont des francophones sans arrogance, c'est ce qui me plaît chez eux. Et il a ça, il est incroyable. J'aime beaucoup. Et il faut que j'envoie un message donc à Laurence Ferrari. Alors, Ferrari, vous Ah vous oui. adressez à elle Laurence. directement face à la caméra qui est là. Elle est là. Ma chère Laurence, je sais que c'est très dur pour toi d'être confrontée en permanence à des invités terribles dans ton émission. Ce qui est encore pire, c'est Charlotte et Fred qui vont t'infliger des questions auxquelles tu n'imaginais même pas devoir être soumise un jour. Mais non, au fond, j'ai passé un très bon moment. Je suis sûr que tu vas passer un très bon moment. Voilà. Et puis, je ne veux pas faire un peu le problème de Bourdin et Anniva, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le couple. J'ai le droit de lui dire, non, on peut lui dire à Laurence, On peut lui que dire. j'adore également. Je l'aime elle, mais j'aime aussi beaucoup son mari, Eh ben. qui a un talent fou, et que voilà, je rêve de les avoir tous les deux à dîner. Donc, voilà. Avec Philippe Gueluc et Pascal Légitimus. Avec Philippe Gueluc, Pascal Légitimus. Et puis le beau-frère aussi. Gauthier, On fera tant ça qu'à faire. chez Tout Drouin. ça dans un beau décor. Non, on fera ça chez restauré, moi parce que plutôt. finalement, c'est ça coûte encore moins cher. Et on fera de la hein. méditation. Et on fera de la du méditation. Viviane, avec On Viviane. dira des BD, on fera de la méditation et on parlera bien De danse avec les stars. Eh ben, Exactement, si vous on dansera voulez, tous on ensemble. dansera avec les stars. Oui, ça va être génial. Stéphane, Non, mais merci c'est un beaucoup. melting pot. c'est- Olivier, Viviane, merci beaucoup. Chacha, Merci, Fred. Hop, À la hop, prochaine. hop. Ah, mais c'est À la des semaine jeunes, prochaine. c'est des Même jeunes. heure, même punition. À À bientôt. bientôt. Ciao.